Merci infiniment pour votre invitation, Monsieur le Directeur. C'est vrai que ce que vous organisez me paraît très innovant et très intéressant. Sortir de la médecine au quotidien et partir sur l'art ou la culture de manière générale. On a tendance à l'oublier. Je crois que c'est bien de remettre la culture au centre de nos préoccupations extramédicales. Merci à Ludovic, qui est notre ancien élève quand même de Brest et qui est installé au Terre maintenant et donc qui fait une belle chirurgie du genou avec des procédés très innovants. Donc merci à Ludovic d'avoir pensé à moi, en tout cas c'est très gentil. Très honoré de venir ici, à Lorient. Pour un Brestois, c'est pas très loin encore. On gagne quelques degrés, même s'il fait beau chez nous, il n'y a pas de nuages aujourd'hui. Et donc je vais vous parler d'un sujet qui me passionne depuis des années, qui se trouve être la Renaissance, et qui se trouve être le corps dans l'art à la Renaissance. Et en particulier, il y a un personnage absolument extraordinaire qui est Léonard de Vinci, que vous connaissez sans doute tous, bien sûr, par ses peintures, par l'ingénieur qu'il était, mais aussi par le corps. Alors aujourd'hui, je vais essayer de... C'est un exposé évolutif que je transforme régulièrement, et j'avais fait pour la première fois pour le Louvre. Le Louvre avait organisé en septembre 2015 24 heures avec Léonard de Vinci, donc il y avait plusieurs auteurs qui s'étaient succédés à la tribune pour en discuter. Et donc depuis, je me promène avec cet exposé qui est régulièrement réactualisé, pour vous parler donc d'un Léonard et essayer de faire le lien entre l'anatomie et la culture. L'anatomie et l'art, l'anatomie et la peinture chez Léonard de Vinci. Alors évidemment, je vais vous parler une petite heure à peu près. Avant de parler de Léonard, avant de parler de Léonard de Vinci, il faut parler du contexte dans lequel Léonard de Vinci intervenait, a vécu. Deux contextes en particulier pour résumer. Le premier, c'est le contexte de la médecine du XVIe siècle. Pourquoi je vous parle de la médecine? Parce que Léonard n'était ni médecin ni chirurgien, mais il a disséqué le corps humain, et il a quand même fait beaucoup d'études d'anatomie. Et il est vrai que le contexte de la médecine du XVIe siècle, c'est une médecine où on ne connaît pas le corps humain. C'est-à-dire les médecins qui opèrent, les médecins qui font de la médecine, ne connaissent pas de quoi est fait le corps humain. L'anatomie n'est pas connue. C'est-à-dire qu'à la Renaissance, on est avec encore une anatomie qui a été transmise par Galien en particulier, donc grec 2 siècles après Jésus-Christ. Galien et ses textes qu'il a beaucoup écrits, traduits ensuite en latin, bien sûr, en passant éventuellement aussi par la médecine arabo-musulmane, traduite en arabe, puis ensuite retraduit en latin et ensuite en langue vernaculaire. Et en fait, la tradition médicale et anatomique de l'époque, c'est une tradition galénique. C'est une tradition d'anatomie animale. C'est-à-dire que l'anatomie qui est faite, qui est enseignée, c'est une anatomie qui repose sur une anatomie, une physiologie animale, qui n'a rien à voir avec l'anatomie humaine. Ce qui fait que la connaissance du corps au XVIe siècle est une connaissance absolument rudimentaire sur le corps humain. Et donc, il y a, alors on pourra en parler très longtemps, on va l'évoquer, il y a un processus, il y a des processus qui font que, à la Renaissance, tout d'un coup, les anatomistes, les médecins, les artistes vont s'intéresser au corps humain. Les uns pour des raisons particulières, connaître le corps, le fonctionnement. Les autres pour savoir ce qui se cache sous la peau, de manière à mieux peindre ou mieux sculpter le corps humain. Le corps intéresse les artistes et les anatomistes à la Renaissance. C'est pour ça que c'est une période, pour nous qui aimons l'anatomie, qui aimons aussi la culture et l'art, c'est une période de la Renaissance que je trouve absolument extraordinaire. Et donc, avant de connaître le corps humain, l'anatomie, il faudra attendre la Renaissance. Ensuite, il y aura quoi? Il y aura ce qu'on appelle l'anatomopathologie, c'est-à-dire rapprocher une maladie à une lésion d'organes, et ça c'est Morgagni, c'est 18e siècle. Ensuite, au 19e, on aura le père de la physiologie, c'est-à-dire le fonctionnement du corps humain normal, c'est Claude Bernard. Ensuite, la physiopathologie, et là on commencera, vous voyez, c'est assez tardivement à connaître la façon dont travaille le corps humain, dont fonctionne le corps humain. Donc, à la Renaissance, on est à une période frontière. À une période frontière entre une anatomie inconnue et ensuite le début de la compréhension de la mécanique humaine. Alors, pourquoi l'anatomie est-elle restée? Alors, vous avez simplement mis quelques titres là, mais pourquoi l'anatomie humaine est restée dans l'ombre pendant si longtemps? Alors, il y a plusieurs explications. La naissance tardive de l'anatomie. D'abord, le respect du corps humain. Le respect du corps humain, c'est logique. On ne va pas disséquer un corps humain, faire une autopsie. Le respect du corps humain, c'est quelque chose de très important. On a aussi la notion d'impureté des morts. L'impureté des morts, c'est inscrit dans la Bible. Dans la Bible, j'ai repris ici la Bible nombre 19. Vous consultez la Bible. Quiconque touche un cadavre humain est impur pour une semaine. Le 3e et 7e jour, il doit s'asperger avec de l'eau de purification et il sera pur. Donc il y a déjà la notion que toucher un corps humain, c'est quelque chose de mauvais, de mal, pour en tout cas les chrétiens. L'anatomie galénique animale qui a stérilisé les recherches anatomiques pendant quasiment 10 siècles,
c'était de 2 siècles après Jésus-Christ jusqu'au XVIIe, et notamment avec la découverte de la circulation sanguine par un certain Harvey en Angleterre. Et puis, il faut aussi dire que le Moyen-Âge, c'est peut-être un cliché, mais le Moyen-Âge a représenté une certaine éclipse chirurgicale. La chirurgie, c'était les barbiers qui la faisaient, c'était aussi le clergé. Donc une éclipse chirurgicale, ce qui fait qu'on n'a pas eu de recherche chirurgicale, on n'a pas eu d'évolution sur l'anatomie. Et puis cette éclipse, on va dire que parallèlement à cette éclipse, on a eu la prise en compte, en tout cas des recherches anatomiques sur l'anatomie, par le monde arabo-musulman, par la traduction de livres grecs, en particulier de Galien, d'Aristote, etc. Et donc, le monde arabo-musulman a quelque part progressé pendant qu'on avait un déclin du Moyen-Âge en Europe, mais dans le monde arabo-musulman, on ne disséquait pas non plus, c'est interdit par la religion. Même aujourd'hui, les musulmans ne dissèquent pas le cadavre. Et donc, on revient ensuite, on va dire au XIIIe, XIVe siècle, les facultés en Europe commencent voilà, il y a des facultés, Bologne, Salerne, Paris, Strasbourg, etc., Montpellier, et on commence à avoir des scènes de dissection, XVe, XVIe siècle en particulier. Et puis, une dernière chose, c'est que l'anatomie n'est pas considérée comme une science fondamentale. Tant qu'on n'a pas compris le fonctionnement, déjà, mais tant qu'on ne voit pas l'utilité de l'anatomie pour crever des abcès, pour arracher des dents, pour aider une fracture, etc., ben, l'anatomie n'évolue pas. Vous voyez que cette éclipse chirurgicale, cette naissance tardive, eh ben, elle va aboutir à la Renaissance, à la découverte du corps, on en parlera tout à l'heure. Il y a eu seulement un épisode d'une cinquantaine d'années, un demi-siècle, 3 siècles avant Jésus-Christ, à Alexandrie, où sous l'ère des Ptolémées, on a disséqué le corps humain, et même à vif. On a fait des vivisections. Et là, il faut citer deux anatomistes, Érasistrate, Hérophile pour les anatomistes, le pressoir d'Hérophile, c'est dans le cerveau. 2 anatomistes qui ont fait de la dissection, mais c'est une espèce d'îlot d'anatomie pendant donc 50 ans, 3 siècles avant Jésus-Christ, et il faut attendre la Renaissance avant de voir de véritables travaux d'anatomie. Donc ça, c'est pour le contexte. Ensuite, le deuxième contexte médical. Le deuxième contexte dans lequel Léonard de Vinci va progresser, c'est la Renaissance. La Renaissance, on n'a pas dit comme ça un jour, pof, c'est la Renaissance. La Renaissance, c'est a posteriori, c'est Jules Michelet qui a donc parlé de la Renaissance. C'est une période qui va du milieu, en tout cas qui commence au milieu du XVe siècle. Et à la Renaissance, on commence à redécouvrir les textes anciens, en particulier grecs, d'accord. Et c'est, si je paraphrase un de mes amis qui est historien à Tours, au centre de la Renaissance, la Renaissance, c'est un projet humaniste de restauration du savoir ancien. Ça, c'est beau. C'est-à-dire qu'à la Renaissance, les humanistes, les écrivains, les auteurs, mais après les artistes aussi, vont redécouvrir les textes anciens, donc les traduire, et puis ils bénéficient aussi de quoi? De l'arrivée de l'imprimerie. Milieu XVe siècle, l'imprimerie arrive, donc du coup on va diffuser les textes qui vont être à ce moment-là tirés en plusieurs exemplaires. Donc c'est ça l'humanisme renaissant, la Renaissance c'est ça, c'est la redécouverte des textes anciens, et par la même occasion, les artistes, on y reviendra tout à l'heure, Michel-Ange, Léonard de Vinci, à partir de la statuaire antique, vont redécouvrir cette statuaire et vont découvrir le corps de nouveau. Ça c'est très important. Donc l'anatomie, toutes les formes de représentation de l'homme vont être privilégiées bien entendu. Et vous avez ici ce magnifique, je crois que c'est une des plus belles sculptures qui existent. Michel-Ange, quand il a sculpté, il me semble qu'il avait 25 ans, un truc comme ça. Enfin, c'est absolument somptueux. Et aujourd'hui, 500 ans après, on est tous à baver devant ce David parce qu'il est extraordinaire de beauté, comme la Pietà au Vatican. Alors, avant la Renaissance, quand on s'intéresse à l'iconographie, c'est-à-dire les dessins qui ont été produits dans les ouvrages, et il y a beaucoup de dessins disponibles à la BNF, Gallica, à la BUM aussi à Paris, donc Paris 5. Quand on collige les dessins anatomiques de l'époque, il y en a beaucoup, voilà, c'est ce qu'on voit. Alors ça, ce sont des dessins assez rudimentaires, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire, c'est une anatomie qui est une anatomie en 2 dimensions, extrêmement naïve, et qui ne peut pas donner, je dirais, à un étudiant en médecine, en tout cas un médecin de l'époque, des notions d'anatomie extraordinaires. Vous voyez, celui-ci encore de 1400, voilà, ici au XVIIe, une planche anatomique du XVIIe qui est extrêmement rudimentaire et qui vous montre un petit peu l'absence de connaissance de l'anatomie. Ici, vous avez à gauche, dans un livre qui est sûrement un des premiers livres illustrés d'anatomie, qui est le Jean de Quétame. C'est le Fasciculus Medicinae, qui a été, on va dire, imprimé en 1491 et en 93 à Venise.
93 de Venise, 91 en latin et en 93 en italien. Et vous voyez que ici, vous avez un schéma, c'est l'homme zodiacal. À l'époque, les astres avaient une importance très importante pour expliquer les maladies. Les astres avaient une importance aussi majeure parce que l'homme était considéré comme le microcosme au sein d'un macrocosme qui était représenté par la Terre et l'univers. Et donc l'homme zodiacal, les hommes zodiacaux, avec le scorpion, le bélier, etc., c'est dans un livre d'anatomie, vous voyez, ça n'a rien à voir, mais à l'époque c'était comme ça. Donc les astres avaient un rôle très important dans l'équilibre des humeurs, dans l'équilibre humain. Voilà encore un autre dessin du livre de Jean de Quétam, c'est vraiment le premier livre illustré d'anatomie. Et vous voyez qu'on voit ici un homme qui est donc nu, représenté avec quelques muscles, et puis c'est la description de quelques zones anatomiques et de plaies, si mes souvenirs sont bons, je ne sais plus exactement. Voilà encore un squelette que l'on doit à Jacques d'Esparce, donc 1500, c'est 16e siècle. Et vous voyez que ce squelette, il est très rudimentaire. On voit ici d'ailleurs des fémurs extrêmement courts. On se demande s'il est accroupi ou pas. Mais enfin, ce n'est pas un squelette humain. C'est pas un squelette humain. En tout cas, il est représenté comme étant un squelette humain, mais ce n'est pas un squelette humain, c'est un squelette animal. Alors, à la Renaissance, les anatomistes, les artistes, pardon, et en particulier Michel-Ange, Léonard de Vinci, il y en a d'autres, je vous les citerai tout à l'heure, s'intéressent aussi à l'anatomie. Alors pourquoi ils s'y intéressent à l'anatomie? Ils s'y intéressent parce qu'il y a plusieurs raisons à ça. Il y en a une parmi tant d'autres. Quand on lit Léon Battista Alberti, qui est le premier théoricien de la peinture, il a écrit un ouvrage de De Pictura en 1425 ou 35, en tout cas c'est vers ces eaux-là, où il dit que si on veut peindre correctement, si on veut peindre pour un peintre, il est très important de faire le squelette qui est surmonté de muscles et ensuite le muscle, la peau, de manière à finalement pouvoir concevoir l'anatomie, concevoir un dessin, concevoir une sculpture. Pour Alberti, il incite les peintres à connaître l'anatomie. C'est peut-être une des raisons, il y en a d'autres en tout cas. Toujours est-il que les peintres se mettent à disséquer, les artistes se mettent à disséquer. Vous voyez ici un dessin de Michel-Ange. C'est un dessin assez superficiel. On voit un bras, c'est une esquisse, il a fait énormément de dessins, mais Michel-Ange a détruit une bonne partie de ses dessins, les a brûlés. Donc on en a quelques-uns. On en a quelques-uns, il y a beaucoup de dessins de son atelier d'ailleurs, c'est pas forcément de lui. Alors ici, ce dessin, il vous montre une anatomie superficielle avec la peau présente. Un autre dessin de Michel-Ange vous montre ici, vous voyez, déjà un squelette. On a un thorax avec quelques muscles et on a ici une main avec des phalanges. Quand on regarde ce dessin de Michel-Ange, qui est produit aux alentours donc, de 1500, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu vous montrer tout à l'heure de Jacques d'Esparce. Un autre anatomiste, artiste, c'est Alessandro Allori. Alessandro Allori qui a essentiellement peint et je dirais disséqué probablement aussi, et dessiné au 1510, 1520, 1525. Il a produit des dessins absolument étonnants. Par exemple, ici, vous voyez, on a l'impression de revivre ce qu'a écrit Léon Battista Alberti. Il présente une main squelette, une main avec sa peau, une main avec des tendons. Ce qui montre bien qu'on va étudier le corps humain en disséquant les différentes parties et en révélant différentes couches sous la peau. Ce dessin a fait l'objet récemment d'un colloque là, qui s'appelle Per fare notomia. Notomia, c'est anatomie en italien. On ne dit pas anatomia en italien, on dit notomia. Donc pour faire de l'anatomie. Et ça, c'est un dessin de Alessandro Allori. Voilà. Ah non, je dis une bêtise, c'est de Raphaël. Ce dessin de Raphaël, il est extraordinaire parce que Raphaël, de même, qui était, je dirais, le cadet de Michel-Ange et de Léonard de Vinci, Raphaël a beaucoup dessiné. Il a fait beaucoup d'esquisses, à l'époque on faisait des esquisses. Vous voyez, ce Christ en croix vous montre une anatomie qui a fait l'objet quasiment d'un congrès pendant 2 jours. Un autre anatomiste, c'est Baccio Bandinelli, un ennemi juré de Michel-Ange. Vous voyez ici un dessin, on voit très très bien que cet artiste-là a forcément disséqué, et on a l'impression pour les médecins en salle, dans la salle, de voir un corps sur le côté, dans nos labos d'anatomie, avec le bras qui pend, etc. Donc c'est un dessin magnifique qui vous montre une anatomie qui n'est pas une anatomie de profondeur d'organes, mais qui est une anatomie musculaire de parois thoraciques et de bassin.
voilà, c'est encore un artiste qui a fait ça. Hein. Alors ce tableau, je vais un petit peu le disséquer avec vous, si je peux me permettre de le dire, disséquer. C'est un tableau que l'on doit à Alessandro Passarotti. Hein. Alors là, on est au XVIIe. C'est un tableau qui représente une scène de dissection à la Renaissance, du temps de Raphaël et de Léonard de Vinci et de Michel-Ange. Il en a fait un dessin, il en a fait un tableau, et cette scène est extraordinaire. Elle vous montre dans quel bouillon de culture progressaient les artistes au XVIe siècle. Ceci est une scène avec un cadavre. Alors le cadavre, à l'époque, pour les artistes, il n'est pas représenté sur une table dépouillée, comme nous on peut le voir dans nos scènes de dissection. Le cadavre est presque vivant, il a presque une attitude, il est montré sur fond de paysage, on verra tout à l'heure. Oui, on a l'impression que le cadavre ici, il prend la pose en beach-chair, par exemple, comme quand on fait une arthroscopie d'épaule. Voilà, le genou fléchi. Et puis, vous avez des groupes qui discutent. Hein, voilà, ici, un groupe d'hommes. Ici, un autre groupe avec Raphaël, ici. Tiens donc. Ici, on a un autre groupe avec Michel-Ange, coiffé d'un feutre ici. Un autre groupe qui discute autour d'une maquette ou d'une cire, et puis il y a un squelette à côté. Vous n'avez aucun médecin. Ce sont tous des artistes. Hein, tous, ce sont des artistes. Bien sûr, cette scène est peut-être fantasque, elle n'a pas existé, mais c'est pour montrer le symbole, parce qu'à la Renaissance, les artistes, et notamment à Florence, qui est un bouillon de culture anatomique très important, à Florence, les peintres faisaient partie de la corporation des apothicaires et des, je ne sais plus quoi, et des médecins. Et donc, ils en faisaient partie parce qu'ils travaillaient les pigments, et comme les apothicaires. Et comme ils travaillaient les pigments, ils s'étaient incorporés à cette corporation des apothicaires. Et donc, les artistes communiquaient avec les médecins. Les artistes avaient une culture, je ne sais pas qu'ils avaient une culture médicale, mais quelque part, voilà, il y avait une espèce de confrontation d'idées. Et donc, les artistes ont disséqué, ça il faut l'avouer. Au XVIe, on a des scènes comme ça, qui sont des scènes, bien sûr, peut-être surréalistes, elle n'a sans doute pas existé. C'est pour montrer l'importance que l'on pouvait donner à la dissection pour les peintres. Donc c'est un très beau tableau. Alors, évidemment, les artistes et les anatomistes ont collaboré. Vous avez beaucoup d'artistes florentins en particulier, et italiens de manière générale, qui ont collaboré pour illustrer des livres d'anatomie avec des anatomistes. Hein. Michel-Ange a été pressenti par Realdo Colombo, mais pour faire le frontispice, mais il ne l'a pas fait au final. D'autres artistes. Vous avez ici un livre de Charles Estienne. Charles Estienne est français. Et c'est un artiste qui a composé ce dessin. Oui, c'est un dessin où le sujet est représenté debout, sur fond de paysage, avec des nuages. Et puis vous avez vu, c'est un arbre, je pense que c'est des vaisseaux, tout ça. Et puis le sujet tient sa mâchoire, hein, pour bien montrer la vascularisation de la mâchoire. Donc tout ça, c'est extrêmement imagé. Hein. Et c'était les dessins qu'on avait à l'époque. Aujourd'hui, c'est fini. Quand on fait un livre d'anatomie, voilà, c'est assez austère quelque part. Ici, vous avez un autre dessin. Alors cette fois-ci, c'est d'un anatomiste espagnol qui est Juan Valverde, et il tient, oui, c'est le cadavre qui s'est disséqué lui-même, hein, et qui brandit sa peau. Hein, c'est une référence au martyr de la Saint-Barthélemy. On a d'ailleurs la même scène de Michel-Ange sur la fresque du Jugement dernier, où il est dévoilé également avec tenant sa peau de cette manière-là. Et ça, on le verra régulièrement dans des dessins de dissection où le cadavre se dissèque lui-même, s'enlève des lambeaux de peau pour dévoiler les couches sous-jacentes. C'est quelque chose que l'on voit souvent dans les livres d'anatomie de cette époque-là. Voilà un frontispice, hein, voilà c'est le De Re Anatomica de Realdo Colombo, qui devait être fait, dessiné et par, c'est une gravure, hein, c'est une gravure qui doit être dessinée par Michel-Ange et que l'on attribue aujourd'hui à Veronese, qui est un peintre de Venise. Alors on va en venir un petit peu à Léonard de Vinci, parce que je suis là pour ça, effectivement. Et voilà le contexte. Hein. Le contexte, il est là, voilà, en résumé. Léonard de Vinci, c'est un homme étonnant. C'est un homme étonnant puisque il n'est pas un médecin ni chirurgien, mais malgré tout, on peut considérer qu'il est anatomiste quand on étudie ses dessins. C'est un artiste, il est peintre, et quand il fait l'anatomie, elle est descriptive, elle est fonctionnelle et elle est esthétique. C'est assez étonnant.
Alors je ne sais pas si vous savez, mais les dessins de Léonard de Vinci anatomiques sont tous, à quelques exceptions près, conservés à Windsor, à la librairie de Windsor, qui est une librairie dont le curateur est Martin Clayton, donc lui est responsable de la collection des dessins anatomiques de Léonard de Vinci. Et sachez que ces dessins, il y en a à peu près 200 planches, 225, 226 planches, appartiennent, c'est la propriété de la reine Elisabeth II. Et quand on veut publier un livre avec des dessins d'anatomie, il faut avoir l'autorisation par la librairie et on doit mettre sous les dessins avec l'autorisation de Sa Majesté la Queen Elisabeth II. Donc c'est toujours assez rigolo, mais c'est comme ça. Donc les dessins anatomiques sont en Angleterre et Léonard de Vinci, voilà, c'est un anatomiste, artiste anatomiste, mais ingénieur, mais joueur de lutte, mais poète, sculpteur très peu, et surtout ingénieur militaire et civil. Il a passé sa vie avec employé par des mentors, enfin pas des mentors, des dignités, et il a conçu quelques machines de guerre assez épouvantables d'ailleurs. Alors, mon exposé, mon topo, enfin mon propos ce soir sera bien sûr tourné sur l'anatomie et la peinture. Alors, vous voyez ce qu'on lit sur Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, noble milanais, premier peintre et ingénieur et architecte du roi, mécanicien d'État et ancien directeur de peinture du duc de Milan. Concernant la peinture, on peut lire aussi alors cosa mentale. Ça veut dire quoi, cosa mentale? Cosa mentale, ça veut dire c'est la chose mentale. Pittura est cosa mentale. La peinture est la chose mentale. La peinture est une construction intellectuelle. Voilà encore, après Alberti, à mon avis, un des facteurs qui fait que la peinture, l'étude du corps, pour mieux le peindre, a été très importante à la Renaissance. C'est que la peinture était assez mal considérée. Et pour qu'elle soit mieux considérée, en tout cas pour Léonard de Vinci, la peinture était le summum de l'art. Pas la sculpture. La peinture, pour lui, était le summum de l'art. Parce que pour lui, la peinture, c'était chose mentale. Construction intellectuelle. C'est-à-dire qu'on faisait intervenir les proportions, les mathématiques, les perspectives, même s'il en a très peu utilisé dans ses peintures. La peinture est une construction mentale. C'est-à-dire que c'est une construction intellectuelle. Donc voilà pourquoi aussi, à la Renaissance, les peintres ont dessiné, ont peint, ont sculpté pour finalement favoriser un art qui était un art au départ considéré comme un art mécanique pour en faire un art libéral. Il y avait les arts mécaniques, les arts libéraux. Les arts mécaniques, c'est des arts mineurs. Les arts libéraux, c'est des arts intellectuels. Donc voilà pourquoi la peinture pour lui c'était une chose mentale, une construction mentale où la réflexion était manifestement très importante. Et pour lui la peinture, pourquoi il mettait la peinture au sommet de l'art? C'est parce que pour lui la peinture a une présence immédiate, totale et définitive. Quand on a une peinture devant les yeux, on est en présence d'une œuvre dans son entier. Alors je ne sais pas si c'est la réalité parce que quand on voit une sculpture, je ne vais pas le contredire le maître quand même, mais quand on voit une sculpture, on a aussi une présence, il me paraît moi, immédiate, pas forcément définitive parce qu'on n'a qu'un aspect dans une sculpture. Dans une peinture, on a la totalité de la représentation. Je vous parlerai aussi beaucoup de préhension et du mouvement, ça c'est une évidence. Et d'emblée, la peinture, je vous ai dit que c'était une construction intellectuelle. Il faut savoir que dans la peinture et dans tout ce que l'on fait quand on fait un art manuel, pas forcément donc de la peinture, on associe la main et le cerveau. C'est-à-dire que la main, c'est le prolongement du cerveau. Quand on fait quelque chose, quand vous faites une sculpture, quand vous faites un mur dans votre jardin, vous construisez le mur avec votre tête. On fait quelque chose avec son cerveau. La main, c'est, voilà, il faut être habile, bien entendu, mais on conçoit d'abord. C'est important. Et pour Domenico Lorenza, qui est un grand spécialiste italien à Rome de Léonard de Vinci, il dit que ce dessin n'est pas fait par hasard. Voilà une planche de Léonard. Vous avez vu ces dessins, c'est fabuleux. Les muscles de la mimique, le bras, les mains. Et pour Domenico Lorenza, l'association ici de la mimique du crâne et donc du cerveau avec les mains n'est pas un hasard. Ce serait un clin d'œil sur justement l'importance de la pensée pour la réalisation on appelle ça d'une œuvre. Voilà. Il faut savoir qu'à la Renaissance, on revient un petit peu à Galien, il y avait une espèce de joute verbale qui est assez amusante.
beaucoup de gens se sont posé la question de savoir si est-ce qu'on est intelligent parce qu'on a des mains ou est-ce qu'on a des mains parce qu'on est intelligent. Ça, c'est vraiment le... Voilà. Alors, vous avez de tout. Hein. Pour Empédocle et Anaxagore, voilà, on a des mains, donc on est intelligent. Et pour Galien et Aristote, on est intelligent parce qu'on a des mains. Et voilà, c'était simplement un petit clin d'œil sur ce qu'on peut lire dans l'Antiquité. Alors, vous avez des textes là-dessus qui sont étonnants. Galien écrivait, je vous laisse lire, « L'homme n'est pas le plus sage des animaux parce qu'il a des mains, comme le dit Anaxagore, mais il a des mains parce qu'il est le plus sage. » Voilà, je ferme la parenthèse. Léonard de Vinci, très jeune, vous savez qu'il est né en 1452. C'est le fils donc d'un notaire et puis de sa mère donc qui n'était pas noble. Et puis assez rapidement, bon, il a vécu, c'est un autodidacte, hein, il n'a pas été à l'école très tôt. Et très vite, son père l'a mis dans un atelier très connu à l'époque, c'est l'atelier d'Andrea del Verrocchio à Florence. Et voilà. Et donc, Léonard de Vinci, en 1452, sa naissance. Vous voyez qu'ici, en 1480, donc il a 28-30 ans, on voit déjà apparaître l'intérêt de Léonard pour l'anatomie, alors que c'est une peinture. C'est le Saint Jérôme. Hein, le Saint Jérôme, une œuvre non achevée, parce que Léonard de Vinci n'achevait pas ses œuvres, souvent. Voilà une œuvre non achevée, le bras n'est pas fini ici, la main non plus, la jambe droite n'est pas terminée. Mais au travers de ce Saint Jérôme, nous avons déjà un intérêt indéniable pour l'anatomie, notamment de la région cervicale du cou, vous voyez, avec un agrandissement. Et ça, c'est un dessin anatomique qui date de 1487, vous voyez. Sachez que cet été, au Clos Lucé, c'est le musée Léonard de Vinci, hein, vous connaissez, à Amboise. Cet été, vous avez une exposition de 3 mois. Le Saint-Jérôme, qui est au Vatican, eh ben, il va être prêté au Clos Lucé pendant 3 mois. Donc, si vous voulez voir le Saint-Jérôme en vrai cet été, allez au Clos Lucé. Voilà, c'est une petite publicité pour le Saint-Jérôme et le Clos Lucé. Donc on voit que Léonard de Vinci déjà est très intéressé par la description anatomique. On retrouve ici un des personnages, des apôtres de la scène qui vous montre cette musculature qui a beaucoup intéressé Léonard, mais pas que Léonard bien sûr. Voilà encore une petite anecdote. Léonard fait partie d'un atelier. Dans cet atelier à Florence, le maître c'est Andrea del Verrocchio. Dans cet atelier, je vous les ai mis à la fin, vous avez quand même Sandro Botticelli, vous avez Ghirlandaio, Lorenzo di Credi, le Pérugin, hein, Pietro Perugino. Et donc, on fait des œuvres d'atelier. Il n'y a pas de signature, hein, il n'y a pas de signature. C'est une œuvre d'atelier, voilà. Les jeunes sont là, ils font des cloches en bronze, ils vont faire des outils, ils vont faire de la peinture, etc. Cette peinture représente le baptême du Christ. C'est une œuvre d'atelier. On reconnaît donc bien sûr voilà, le Christ, on reconnaît donc Saint Jean-Baptiste hein, avec sa croix. Et puis on a ici 2 anges. Et l'ange d'ici, avec sa chevelure, a été dessiné par Léonard de Vinci. Et Giorgio Vasari, qui est un peintre, mais surtout qui a fait une biographie des peintres à la Renaissance, Vasari, c'est quelqu'un de très connu aussi, il écrit que quand Verrocchio a vu l'ange qui a été dessiné par Léonard de Vinci, il s'est juré de ne plus jamais peindre, qu'il avait été dépassé par son élève. Et c'est vrai que, voilà, on retrouve ici tout à fait l'ange et la chevelure avec les ondulations de Léonard de Vinci, comme on retrouve l'aspect un peu rectiligne des arbres de Botticelli. Botticelli, on verra tout à l'heure quelques œuvres de Botticelli. Il a fait de magnifiques personnages, mais sur fond de paysage un peu rigide, et un peu triste d'ailleurs. Voilà le fameux ange de Léonard de Vinci. Hein. Donc voilà, c'est une anecdote assez intéressante. Donc Léonard progressait dans cet atelier. Hein. Il avait marqué Verrocchio. Alors Léonard de Vinci, c'était aussi quelqu'un donc un ingénieur, qui réfléchissait beaucoup. En fait, il passait son temps à regarder autour de lui. La nuit, il pensait et puis il regardait. Il observait beaucoup. Il observait, en fait, c'est un homme qui a observé la nature. Je crois que si on était comme lui, si on sortait nos têtes de nos écrans, on serait peut-être, voilà, on aurait peut-être plus d'idées encore. Mais je crois que lui n'avait pas d'écran à cette époque-là. Et donc, c'est un gamin qui, très petit, a regardé la nature. Il regardait les oiseaux voler. Tiens, il s'est dit, on va faire peut-être une machine volante. Hein. Voilà, c'est un exemple. Et donc, il n'a pas inventé, mais il a repris à son compte, pour des éléments anatomiques, la notion de poulie, la notion de grue, la notion de levier, etc. Et on verra peut-être que quelques exemples, même si je ne vais pas vous abreuver d'anatomie aujourd'hui.
Mais son œuvre, elle est sienne parce que Léonard a disséqué, on le sait. On a des textes, on a des témoignages, et surtout, il a construit en fait une anatomie descriptive, comme je disais, artistique et fonctionnelle, mais surtout descriptive et fonctionnelle. Malheureusement, Léonard pensait faire un livre. Il n'a jamais eu le temps de le faire. Il n'a jamais eu le temps de le faire, tellement il était occupé, et surtout il avait un gros défaut, un gros travers. Il écrivait à l'envers. Vous connaissez son écriture spéculaire, l'écriture de droite à gauche. Il écrivait à l'envers et toutes ses notes, il les prenait à l'envers. Il savait écrire de gauche à droite. Quand il a voulu se faire embaucher par Ludovic Sforza, par exemple, il a écrit un CV, comme on fait aujourd'hui. Et puis il a écrit, voilà, normalement, quoi, en italien et normal. Mais il écrivait de manière assez automatique et instinctive depuis tout petit, de droite à gauche. Ce qui fait que s'il avait voulu faire un livre d'anatomie, comme ses planches, c'était souvent des mélanges de dessins, c'était pas toujours systématisé, il aurait fallu qu'il fasse un travail énorme de mise en note, de mise en ordre de ses notes. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas eu le temps de faire ce livre et de fabriquer et de faire un livre d'anatomie. Alors, évidemment, Léonard de Vinci, c'est comme de nos jours. On a des maîtres. On n'est pas né avec la science infuse. Et donc, Léonard avait des sources. C'est très intéressant. Et je vous conseille de lire la deuxième édition de Carlo Vecchi. Carlo Vecchi, c'est un philologue italien qui a écrit une magnifique, c'est peut-être une des plus belles biographies de Léonard de Vinci. Et il a consulté les caisses. En tout cas, il a réussi à trouver des documents qui montrent les livres que Léonard de Vinci possédait. À 2 reprises, il a fait un inventaire de ses livres. C'est quand même extraordinaire de savoir ce que Léonard a lu. Et alors, il faut savoir que jusqu'à 40-41 ans, Léonard, il ne sait pas lire le latin. Il l'apprend plus tard. Donc, on estime qu'il a sûrement eu des passeurs. Des passeurs, ce sont des aides, des mentors. Ça, c'est évident. Alors, ces lectures, vous voyez, on a Claude Gallien. Bon, ça, on en a parlé tout à l'heure. Avicenne. Avicenne, donc là, on est dans le monde musulman du Moyen-Âge. Jean de Quétame, Mondino dei Luzzi. Mondino dei Luzzi, c'est un anatomiste de Bologne qui, aux alentours du XIVe siècle, a fait des dissections. 2 femmes disséquées à la faculté de Bologne. La faculté de Bologne, c'est une des plus anciennes, ou la plus ancienne d'Europe d'ailleurs. 10 000 étudiants à l'époque, je crois que c'est 13e, ou 10e siècle, je ne sais plus. Enfin bref, c'est la plus ancienne faculté d'Europe, elle est magnifique. Et bien, Mondino dei Luzzi a disséqué. On sait qu'il a pratiqué une dissection, on est au XIVe siècle, mais c'est assez rare à cette époque-là. Henri de Mondeville aussi, c'est un Français qui a également écrit un ouvrage d'anatomie qui a disséqué, et bien sûr le fameux Guy de Chauliac de Montpellier, chirurgien qui a écrit des ouvrages de chirurgie avec quelques chapitres d'anatomie et qui a été traduit et qui a été réédité un nombre de fois, plusieurs dizaines de fois. Ces lectures, Aristote, Albert le Grand, Alberti, donc la théorie de la peinture, Ovide, Dante, un mathématicien, et bien sûr le traité des proportions. Vous verrez tout à l'heure pourquoi je reviendrai sur les proportions, parce que Léonard de Vinci s'est beaucoup intéressé, bien sûr, aux proportions du corps humain. Il a aussi, comme d'autres, et comme André Vézal, j'en ai pas encore parlé d'André Vézal, c'est bien plus tard, André Vézal, il a commis quelques erreurs. Alors, c'est des erreurs ou pas, c'est-à-dire qu'il aurait voulu sans doute rester fidèle à Galien, c'est-à-dire qu'on ne peut pas brutalement mettre au pilori des dogmes. C'est comme nous aujourd'hui, avant qu'on fasse tomber un dogme, des fois on se casse les dents, et puis on y arrive forcément, parce que si on a la vérité quelque part derrière, on arrive à bousculer des dogmes. Regardez ici cette scène. Alors c'est une scène assez étonnante, c'est du Léonard ça. C'est-à-dire qu'il représente un acte sexuel d'homme et une femme, c'est le coït, voilà tout simplement. Coupe sagittale, ça c'est Léonard de Vinci. Mais il représente un... Alors je vous montrer ça, c'est assez étonnant. Il montre des canaux. Il montre des canaux. Et alors ici, vous avez un canal qui relie l'utérus, ici, au mamelon. Alors je défie quiconque anatomiste à retrouver un canal qui relie l'utérus au mamelon. Et puis chez l'homme, c'est pareil, vous avez un... Vous vous rendez compte, à partir du cœur, vous avez donc un nerf, des nerfs qui arrivent jusqu'au niveau des bourses, là. Voilà, bon, c'est pas la réalité. Bon, c'est un résumé, c'est un petit peu provocateur ce que je dis là. C'est pour montrer qu'il y a d'autres exemples. Par exemple, 7 pièces au sternum, par exemple, 2 pièces à la mandibule. C'est des choses qui ne sont plus la réalité et que l'on voit chez Galien. Donc,
il n'a pas bousculé la pensée galénique. C'est pareil pour Vézal. Hein. Vézal, quand il a produit son premier livre en 1543, le De Humani Corporis Fabrica, il décrit une structure qu'on trouve dans le cerveau, le rete mirabile, mais qu'on trouve chez l'ovin. On trouve chez le mouton, pas chez l'homme. Et puis dans la deuxième édition de son De Humanis Corporis Fabrica en 1555, la description du rete mirabile, le réseau admirable, disparaît. Vous voyez, donc, voilà, on bouscule les idées préconçues, mais de manière assez progressive. Et puis, il a eu des véritables aides, ce que moi j'appelle des passeurs. On a tous des passeurs, on a tous des maîtres. Nous, en chirurgie, on a des maîtres, voilà, on a chacun des gens qui nous ont fait grandir et qui, pour nous, restent des étoiles dans le ciel. Hein. Lui, c'est pareil, il avait des passeurs. Bon, Alberti, j'en ai parlé, c'est évident. Luca Pacioli, c'est un mathématicien pour lequel il a fait quelques dessins. Les mathématiques, la mathématique à l'époque était extrêmement important. Et puis, je passe rapidement là-dessus pour revenir à deux personnages qui l'ont beaucoup aidé sans doute, qui l'ont inspiré. Tout d'abord, Antonio Beniviani, qui est un chirurgien de l'hôpital Santa Maria Nuova à Florence, et dans lequel il a travaillé. Alors là aussi, il faut bousculer des lieux-dits, comme on dit. On dit à Léonard, il disséquait en secret. C'est pas vrai. Comment voulez-vous réaliser une scène de dissection en secret dans un hôpital, ne serait-ce que dans une pièce isolée? C'est quand même pas très facile d'aller disséquer en secret. Vous faites du bruit, vous passez, vous venez, on se demande qui vous êtes. Non, ils avaient la bénédiction des Médicis, hein, c'est évident. Et ils avaient la bénédiction des chirurgiens avec lesquels ils étaient. Et d'ailleurs, ils ont sans doute assisté à des interventions, peut-être. Et donc, à Santa Maria Nuova, Léonard a disséqué. Il a donc eu comme mentor Antonio Beniviani. Il y avait une dizaine de médecins à l'époque à Florence dans cet hôpital. Il a sans doute eu beaucoup de confrontations avec les médecins de cette époque. Et puis, il a eu également comme mentor un certain Marc-Antonio della Torre, qui est un médecin de Pavie, donc Padoue, enfin juste à côté, et c'est un chirurgien qui l'a beaucoup aidé, et il est étonnant de constater que les dessins de Léonard ont mûri pendant cette période. C'est assez étonnant. Alors, je ne sais pas si c'est une réalité, mais on a une certaine maturité du dessin à cette période qui font penser que ce médecin a sans doute eu un rôle important dans la maturation de Léonard de Vinci. Malheureusement, leur collaboration aura été de courte durée, car ce médecin, qui a attrapé la peste, et est mort en 1511, donc leur collaboration, elle n'a duré qu'une année. Donc elle n'a pas eu un rôle majeur dans l'œuvre de Léonard de Vinci. Donc vous verrez tout à l'heure que ce qui est important chez Léonard, et là j'en reviens un petit peu à ma discipline, hein, c'est la biomécanique, l'anatomie, c'est que pour Léonard de Vinci, l'anatomie, c'était pas une anatomie seulement descriptive. Hein, on avait au-delà, il fallait voir au-delà l'anatomie, c'était pour comprendre la façon dont fonctionnait le corps, donc la biomécanique et le mouvement. Les artistes, à l'époque, étaient passionnés, étaient omnubilés par le mouvement. Et on a quelques exemples, je pense que c'est maintenant. Voilà, regardez ici, c'est le printemps, hein, c'est une œuvre de Botticelli. On a des personnages, des femmes qui sont donc très élancées, qui flottent en l'air, les trois grâces, vous avez Vénus, vous avez le printemps aussi. Vous avez Flore également, et vous avez Mercure ici, donc, et voilà, et Cupidon. Vous avez donc des arbres extrêmement rectilignes, ça c'est la marque de Botticelli. Mais on voit, au travers de ce tableau qui est la Galerie des Offices, je pense que vous l'avez vu, on voit ici le mouvement des corps parfaitement représenté. Ici, vous avez également le mouvement des corps, vous voyez, le souffle sur Vénus. Vénus qui est la première femme nue représentée par Botticelli à la Renaissance. C'est le premier nu de la Renaissance. C'est Botticelli. Donc ça a dû faire jaser beaucoup à l'époque d'ailleurs, hein, sortant de sa coquille. Voilà encore le mouvement représenté par Michel-Ange. Alors Michel-Ange, c'est le roi du mouvement. Allez à la chapelle Sixtine, vous voyez la voûte, vous voyez le jugement dernier, ce n'est que mouvement. Et donc quand on dessine et qu'on sculpte le mouvement, on sculpte l'anatomie, on recherche un peu ce qui se passe sous la peau. Vous voyez, ce sont des dessins de Michel-Ange ou de son atelier. Hein, très difficile. On ne va pas s'embarquer dans l'attribution des dessins, c'est quelque chose qui est très complexe et qui nous échappe, nous en tout cas. Hein. La Sibylle de Libye, vous l'avez vu tout à l'heure, voilà, je reviens un petit peu en arrière. La Sibylle de Libye, alors je ne sais pas si vous avez vu que cette Sibylle, ces femmes ont des corps d'hommes. Parce que le canon des proportions à l'époque, c'est un canon masculin. Hein. On verra tout à l'heure qu'il y a des phrases assez choquantes de certains Cennino Cennini concernant les femmes qui montrent bien qu'à l'époque, le canon de la beauté, c'est le corps masculin.
Et d'ailleurs, on soupçonne Michel-Ange d'avoir de temps en temps peint ou sculpté des modèles masculins, et pour terminer donc à les féminiser en fait. Hein. Ici, vous avez donc ces deux statues. Alors, c'est une fierté parce que c'est au Louvre. Hein, ces deux statues de Michel-Ange, l'esclave rebelle et puis l'esclave mourant. Des statues où on voit les corps se contorsionner, donc faisant apparaître leurs muscles. Hein, quand vous avez ici, c'est forcément quelque chose qu'il a observé. Soit c'est un athlète, soit quand il se servait à la carrière pour récolter ses blocs de marbre, il y avait je pense que des hommes très très musclés. Donc ça, c'est évident que c'est observé sur le vivant, hein, pas forcément sur le cadavre. Hein, d'accord ? Le mouvement. Et donc, à cette époque-là, vous voyez, on a des artistes, je passe très vite sur cette diapositive, des artistes qui montrent le mouvement de manière extrêmement réaliste. Et la peinture de la Renaissance, à cette époque-là en tout cas, est d'un réalisme absolument étonnant. Alors, sur le plan anatomique, on va passer rapidement dessus, pour s'étendre plus sur la peinture après, que dessinait Léonard de Vinci. Il a dessiné ce qu'il a disséqué. Et pour nous qui nous intéressons à Léonard de Vinci, on a une œuvre extraordinaire. On a les dessins. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à Léonard, vous avez ses dessins, vous avez la main de Léonard qui est dessinée. Donc c'est fabuleux, on a ça. On a aussi des milliers de notes. Et les notes de Léonard sont dans un livre qui a été publié chez Gallimard il y a très longtemps et dont une édition est sortie en 2019, révisée par Pascal Briouaz, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est historien à Tours. Et vous avez donc des milliers de notes qui concernent les différentes disciplines qui sont séquencées. Hein, anatomie, astrologie, physiologie, etc. Et c'est très intéressant parce que ces notes, qui sont de la traduction du latin, de l'italien en anglais et de l'anglais en français, ces notes vous donnent quand même une idée de ce qu'a pu écrire Léonard. Et quand on rapproche ces notes au dessin, on a une explication, bien sûr, de ce qu'il a pu dessiner. Et puis, il y a la reproduction. La reproduction, ce qu'on appelle les replications d'expérience. Vous avez tous entendu parler de ce fameux parachute de Léonard qu'on a essayé de refaire et de voir si celui qui était au bout du parachute descendait sans encombre. La mitrailleuse, etc., etc. Et nous, avec mon ami Jackie Leland à Tours, qui est chirurgien comme moi de la main, en 2010, cette idée, c'était de refaire l'inverse. C'était fabuleux ça. C'est-à-dire que j'ai pris ces dessins, la main, on a fait la main, je les ai agrandis, et puis on a pris des sujets anatomiques. Pendant une semaine, on s'est enfermé dans le labo d'anatomie, ça a été un peu long, et on a refait toutes ces planches sur la main. Et l'idée, c'était d'essayer de comprendre quel était le cheminement dans l'autre sens, à l'envers. Voilà. Et bien, ça a été très instructif, parce qu'on a appris beaucoup de choses sur le personnage lui-même. Hein. J'en parlerai pas là, mais c'est pour montrer que c'est intéressant de se pencher là-dessus, et que de refaire des expériences de Léonard, hein, bon, voilà, c'est assez inédit, ça nous a apporté énormément. Une seule chose, ça nous a montré que Léonard de Vinci était un perfectionniste obsessionnel. Ça, c'est clair. Et donc, ça peut peut-être mieux comprendre, faire comprendre pourquoi on l'accusait de non finito. Le non finito, c'est « il finit pas ». Il a un certain nombre d'œuvres qui n'ont pas été terminées. La Seine n'est pas terminée. Le Saint-Jérôme n'est pas terminé. La Joconde, sans doute qu'elle est terminée. Mais elle était très très longtemps à dessiner à peindre la Joconde. Il y en a une autre là, qui n'est pas terminée, je l'ai plus sur le bout de la langue. L'Adoration des mages n'est pas terminée. Enfin bref, vous avez beaucoup d'œuvres qui ne sont pas terminées. Et il est possible, comme c'était un homme extrêmement occupé, qui avait beaucoup de cordes à son arc, c'était un polymathe, comme on dit, et il est possible qu'il n'ait pas eu le temps de terminer, parce que c'était un obsessionnel perfectionniste. Alors voilà, très très rapidement, il a commencé par le crâne, parce que le crâne, finalement, ce sont des os qu'on obtient assez facilement. Alors voilà, ça c'est... Bon, à l'époque, voilà, quand on consulte les dessins de cette époque-là sur le rachis, il n'y a pas ça. Tous les rachis faits à cette époque-là sont rudimentaires. Ils vous montrent les vertèbres, l'empilement, comment finalement en démontant les vertèbres on arrive à les étudier par-dessous, par-dessus, et surtout ils vous montrent les courbures de rachis. Voilà, ça c'est un exemple. Je passe vite là-dessus hein, quand même. Je me suis attardé déjà beaucoup auparavant. Voilà, ça c'est des dessins symboliques. En 1487, là aussi c'est du jamais vu. Il vous fait des jambes qui sont tronçonnées et qui sont vues un petit peu
pour montrer l'intérieur, donc montrer un peu les différentes loges musculaires. Ce n'est jamais que le scanner, en fait, d'aujourd'hui. D'accord? C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il a l'idée de se dire, tiens, on va montrer l'anatomie d'une manière différente, et c'est complètement inédit. Et c'est vraiment le scanner, c'est l'IRM. Quelques exemples de scanners d'IRM. Voilà, scanner de cuisse. C'est ce qu'il a voulu montrer, c'est ça, par son dessin. D'accord? Et aujourd'hui, on fait des scanners de poignets, de cerveau. Et puis, on fait des scanners axiaux aujourd'hui. C'est toujours une tomodensitométrie axiale transverse. C'est toujours des scanners axiaux. Et après, on les reconstruit et on fait des coupes sagittales et des coupes coronales qui sont des reconstructions, en fait. Si vous voulez connaître un homme, vous faites une démonstration d'os sectionné avec une scie, d'os simple et de nerfs, d'os simple et de vaisseaux, etc. Et il vous montre, par exemple, ici un bras avec ses nerfs. Et ce texte, je profite de l'occasion pour vous dire que quand il écrivait, il était toujours comme ça. Tu feras ceci, cela, tu feras une démonstration. Alors, j'ai jamais réussi à savoir s'il s'impliquait à lui-même l'idée de faire ça un jour, ou s'il parlait à un étudiant, ou s'il c'était un bréviaire pour, voilà, quand tu fais une dissection, tu fais ci. Ou alors, bon, tu vas faire ça un jour, peut-être, voilà, je ne sais pas. C'est très difficile, je n'ai pas encore la réponse définitive, comme quoi il y a encore de quoi chercher. Bon, vous voyez, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, des vaisseaux et autour de voilà. Ce dessin aussi, de ces 2 planches, 8 bras. 2 planches, 8 bras. Et vous avez vu que ces bras, ils sont montrés de manière différente, sous des plans, sous des vues différentes. Comme si finalement, avec une caméra, il tournait autour du bras de manière à pouvoir connaître l'anatomie de la globalité du bras. Et l'explication, elle est là dans ce petit sketch ici, dans ce petit diagramme, ce schéma. Il dit effectivement, si vous voulez connaître une anatomie cylindrique comme c'est ici, un membre c'est cylindrique, il faut le voir par devant, par derrière, dedans, de dehors, et puis également sur 8 côtés. Donc 8 côtés, on représente un membre sur 8 côtés, c'est ce que font les scanners aujourd'hui, on peut tourner avec le scanner, et Léonard de Vinci avait montré ça à cette époque-là, là aussi c'est inédit. Vous voyez, c'est quand même assez étonnant. Aujourd'hui, ce serait éclaté avec l'imagerie que l'on a. Je pense que là, Léonard, s'il se réveillait aujourd'hui, il verrait des avions voler, c'est fabuleux. C'est extraordinaire. Alors, à l'époque, le cadavre, c'était pas, voilà, on ne pouvait pas s'en procurer autant qu'on voulait. C'était pas facile, malgré tout, même s'il avait la bénédiction des chirurgiens de cette époque-là. Et donc, les anatomistes, comme les artistes, quand ils n'avaient pas de quoi disséquer, ils faisaient autre chose. De la botanique, ils faisaient autre chose. Et Léonard, il avait beaucoup de préoccupations. Mais aussi, il disséquait l'animal. L'animal était plus facile à disséquer. La deuxième chose, c'est que l'animal, quelque part, finalement, je ne dis pas que c'est proche de l'homme, mais pour Aristote, l'homme et l'animal, c'est une anatomie quasiment identique, à quelques détails près. D'accord? Donc, Aristote a écrit Histoire des animaux, un ouvrage Histoire des animaux. Et donc, il disséquait l'animal, et vous voyez qu'il a disséqué la main de singe, la patte d'ours, etc. Tous ses travaux sur le cœur, qu'il a fait tardivement, il les a fait à partir du cœur de bœuf. Il a énormément publié sur le bœuf, sur le cœur, et c'est à partir des dissections de cœur de bœuf. Voilà, la main aussi, bon, il s'est beaucoup intéressé, comme Galien. Je vous l'ai mis parce que c'est étonnant de voir à quel point il a pu s'intéresser à la main, je passe. Il préconisait également, et je vous ai mis ce schéma ici, fais cette jambe en relief, et les tendons en fil de laiton chauffés au feu. Plie-les selon leur forme naturelle, puis tu pourras les dessiner de 4 côtés, les disposer comme dans la nature et désouvrir de leur fonction. Il préconisait quasiment, vous voyez, pour représenter un membre, alors vous avez vu, c'est de côté, de devant, de l'autre côté, il préconisait de transformer les muscles en axes de fil de cuivre, de laiton, de manière finalement à avoir en fait une maquette du membre. C'est quelque chose qu'on le voit pour le membre inférieur, pour le plexus brachial, etc. Donc, il préconisait justement pour connaître l'anatomie musculaire de faire ce genre de montage. C'est visiblement des maquettes qu'il voulait préconiser. Bon, voilà, ici les bras, vous voyez, on voit très très bien, voilà, les muscles ici, schématisés sous la forme de cordes. L'avantage de ça, c'est que ça permettait, au travers des cordes, de voir les structures sous-jacentes. Pour les médecins qui sont là, on a le grand pectoral ici et le petit pectoral. S'il avait représenté le grand pectoral sous la forme d'un muscle, on n'aurait pas vu derrière le petit pectoral. Donc il montre une anatomie en 3 dimensions, quelque part. Une anatomie sur plusieurs plans. Il s'est beaucoup intéressé. Alors, je vais passer très vite là-dessus, simplement pour retenir l'essentiel. Il a énormément travaillé la rotation du bras.
la pronospination. Alors, on peut se poser la question, pourquoi? Pourquoi? Voilà, plein de dessins sur la pronospination. Hein. Tout ça, c'est voilà, la même chose. Il a beaucoup travaillé là-dessus. Il y a une raison, il y a deux raisons à ça, à mon avis. La première, c'est que c'est un mouvement du corps, c'est unique chez l'homme. Hein, dans le règne animal, je ne suis pas persuadé qu'on ait ce mouvement de pronospination. C'est assez unique. Et la deuxième chose, c'est un mouvement de cardan, quelque part. Hein. Alors Cardano n'avait pas encore décrit le cardan. Hein, mais quand on regarde ça, flexion, extension, rotation, on est sur un phénomène de cardan. Un cardan, c'est pour un ingénieur quelque chose d'intéressant. On en revient encore à l'ingénieur. C'est peut-être une des raisons pour laquelle je pense il s'y est intéressé. Et puis, c'est un mouvement unique chez l'homme, et donc il a fait beaucoup de dessins. Et pour vous montrer à quel point il réfléchissait beaucoup et qu'il était pertinent, il y a grosso modo 4 muscles qui font ce mouvement de rotation. Hein, on a ici, et de flexion. Hein. 4 muscles qui font la flexion, 2 muscles qui font la flexion et 2 muscles qui font la rotation. Et bien, ça c'est une dissection qu'on a fait au labo d'anatomie, et bien il les a représentés. C'est-à-dire que ici, ce dessin vous montre qu'il montre ce mouvement, mais il va montrer les 4 muscles qui actionnent, qui font ce mouvement, qui autorisent ce mouvement. Ça veut dire qu'il a quand même réfléchi et montré qu'effectivement, ce mouvement, il est possible grâce à ces muscles. Donc la dissection derrière, pour comprendre. Mais c'est une dissection anatomique, mais c'est aussi une dissection fonctionnelle. Voilà, c'est bon. Bah, écoutez, c'est absolument fabuleux. Hein, vous voyez, voilà, ça je passe là-dessus. On va avancer un petit peu. Et en même temps, l'artiste n'était jamais très loin. Alors cette planche a une petite anecdote, je vais la raconter. Ça, c'est une planche qui vous montre un bras de Léonard disséqué. Ici, on a les veines. Et ici, on n'a plus de veines. Et ici, il tient un bâton. Alors, c'est peut-être, vous savez, pour faire des saignées à l'époque. Hein. Vous avez des saignées. Il y a des images que l'on trouve sur Internet. On voit la saignée avec celui qui donc subit la saignée qui tient un bâton. Hein. C'est peut-être ça. Mais surtout, au labo d'anatomie à Tours, on a essayé de refaire la dissection là. On n'a jamais réussi. Ah si, on a réussi. On a réussi en mettant le bras avec un bâton. Le problème, c'est que les doigts ne se fermaient pas. Donc, on a mis des fils pour tenir le bâton. Avec l'informatique, on a enlevé les fils et on a ce dessin. Bon, c'est un peu provocateur. C'est pour montrer que ça, c'est pas possible de l'avoir en réalité, mais qu'en fait, c'est une extrapolation. On a l'impression que le cadavre est vivant. Quand il tient le bâton, le cadavre est vivant. Le sujet anatomique est vivant. Et c'est vrai que l'artiste n'est jamais très loin derrière l'anatomiste. On a une extrapolation. On voit d'autres exemples. Hein. Je vous montre ici cet exemple. Vous voyez, quand on regarde la main qui tombe, de Léonard de Vinci, voilà ce qu'on a fait au labo d'anatomie. On essaie de faire un petit peu la même chose. Cette main qui tombe, c'est une observation du vivant sur un sujet anatomique. Surtout à cette époque-là, on n'avait pas des méthodes de conservation. Les mains sont plutôt en griffe et non pas des jolies mains homogènes qui tombent. Je vous montre un dernier dessin sur le sujet. C'est un dessin postérieur d'André Vézal. Il est étonnant ce dessin qui vous montre le rôle, la sublimation de l'anatomiste pour rendre le cadavre vivant. Vous voyez ce dessin ici. Le cadavre, le sujet anatomique, paraît vivant. Il montre avec son index, un petit peu comme l'Adam dans la chapelle Sixtine. Il montre avec son index. Mais pour montrer avec son index, comme ça, il faut qu'on ait des muscles derrière. Hein, il n'y a aucun muscle, ils ont tous été enlevés, on n'a plus que les os ici. Donc on ne peut pas avoir ce mouvement-là. Hein. Ça vous montre quelque part que le dessin de dissection se poursuit par une main qui est une main symbolique, quelque part. Donc l'artiste, les artistes sont jamais très très loin derrière les anatomistes. Sublimer l'apparence du cadavre, inerte, etc. Hein. Donc, pour terminer avec le chapitre anatomique, je dirais simplement que Léonard avait une anatomie qui était évolutive. Vous voyez, c'est des dessins du début, ça. Je ne m'étends pas dessus. Des dessins tardifs, en 1510, 1515 à peu près. On a une évolution du dessin qui est absolument extraordinaire. Et oui, les lieux où il a disséqué, hein, énormément de lieux. Hein. Donc, il était introduit dans ces milieux. Le seul endroit où il n'était pas désiré, c'est à Rome. À Rome, il a été très ennuyé. À Rome, il ne s'est pas plu. Heureusement que François Ier l'a invité à venir passer quelques années en France, où il est mort d'ailleurs en 1519, je pense que vous le savez. Voilà, je passe là-dessus. Maintenant, de l'anatomie à la peinture. Donc, je ne vais pas revenir sur cette fameuse phrase que je trouve extraordinaire. Pour lui, et il a écrit, la peinture est une production intellectuelle. Hein, on en parlait tout à l'heure.
La peinture, c'est lui qui écrivait ça, est d'abord dans l'esprit de celui qui la conçoit. Il ne peut venir à sa perfection sans l'opération manuelle. C'est le discours que je vous tenais précédemment. La main est le prolongement du cerveau. On conçoit un projet, on construit avec sa main après, bien sûr. Quand Léonard était en France, il a passé 3 ans, 1516-1519, il a eu la visite d'un certain Louis d'Aragon et de son secrétaire Antonio de Beatis. Et Léonard de Vinci a eu la visite de ce notable. Et on a un texte, et c'est le seul texte du vivant de Léonard de Vinci. C'est-à-dire que c'est le seul texte produit par quelqu'un au sujet de Léonard, à partir de la parole de Léonard. Donc ce texte-là, on le prend comme du pain béni, quelque part. Ce gentilhomme a composé un ouvrage sur l'anatomie appliquée spécialement à l'étude de la peinture. Bon, déjà, l'ouvrage, il ne l'avait pas fait. Donc je pense qu'il est venu en France avec une partie de ses dessins. Aussi bien des membres que des muscles, des nerfs, des veines, des jointures, des intestins, et de tout ce qui peut s'expliquer tant sous le corps des hommes que celui des femmes. On n'en a jamais fait de semblable. Il nous l'a montré, nous a dit, en outre, qu'il avait fait la dissection de plus de 30 corps d'hommes et de femmes de tout âge. Alors c'est étonnant que un artiste qui fait l'anatomie montre des dessins à des ecclésiastes. C'est pour ça que l'anatomie, quelque part, même si l'Église ne faisait pas la promotion de l'anatomie, n'interdisait pas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, encore de nos jours, il n'existe aucun texte qui interdise l'anatomie produite par l'Église catholique. Aucun. Hein. C'est une mauvaise interprétation d'un texte, mais là, je n'ai pas le temps de vous en parler, éventuellement, si vous avez une question dessus. Alors, vous voyez ce que faisait Léonard de Vinci, c'était aussi beaucoup de dessins artistiques, vous voyez, voilà, ça c'est un dessin, c'est pas un cadavre, c'est un humain, mais avec une musculature, c'est un malade, sûrement, hein, cachétique. Alors, est-ce que l'anatomie a aidé Léonard à peindre? L'a-t-elle aidé à peindre? Beaucoup de gens disent ça. On lit dans la littérature que Léonard a été aidé en peinture par l'étude de l'anatomie. En fait, c'est assez faux si on en juge d'après ce simple tableau. Si on met ici si on figure les peintures de Léonard et séquencées en fonction des périodes où il a vécu. Il a vécu à Florence, Milan, Rome. Ben vous apercevez que la production picturale est antérieure à la plupart de ces productions anatomiques. Donc l'anatomie l'a pas forcément aidé à peindre, mais par contre, il préconisait pour les peintres l'étude de l'anatomie. Ça c'est clair, c'est évident. Et donc, ce qui est assez étonnant aussi, c'est que quand on essaie de faire un lien chez Léonard de Vinci entre l'anatomie et la peinture, on est assez étonné parce que on voit au travers de ces planches une certaine sobriété artistique et au travers de ces peintures une grande sobriété anatomique. Dans les peintures de Léonard de Vinci, on ne voit jamais de structure anatomique parfaitement dévoilée, sauf quand même le saint Jérôme. Dans les années 90, et là j'en viens à un chapitre un petit peu nouveau, on n'en a pas parlé encore, il s'est corps et âme attaché à étudier les proportions. C'est pas le seul. À l'époque, je vous ai parlé du canon des proportions, le canon masculin, le canon des proportions, l'anthropométrie, c'était quelque chose de très, très important. Il fallait avoir des normes. Et vous voyez, par exemple, ici, c'est une des productions Léonard que je préfère. Elle est à Cracovie, hein, c'est la Dame à l'hermine, la Cecilia Gallerani. Eh bien, vous prenez un artiste qui s'appelle Cennino Cennini, a fait un livre sur les proportions, en tout cas entre autres, sur la peinture. Et vous voyez, pour lui, par exemple, le visage représentait l'unité de mesure. Et le visage pouvait être séquencé en 3 parties égales. Et il écrivait, par exemple, un bras correspond à un visage. Une main va correspondre à un visage, etc., etc. Les artistes, et Léonard en particulier, a énormément travaillé les proportions. Il a fait beaucoup de dessins, à Windsor aussi, sur les proportions. Et le dessin le plus illustre sur les proportions Léonard de Vinci, c'est le fameux homme de Vitruve, bien sûr. Cet homme de Vitruve qui est à Turin, qui a été présenté à l'exposition du Louvre en 2019, hein, peut-être vous le savez. Et c'est un dessin. Il fait une feuille A4, hein, je ne sais pas si vous savez ce qu'une feuille A4, hein, c'est tout petit. Et il vaut une fortune, ce dessin. Et ce dessin, on pourra en parler un petit peu, ce dessin est fabuleux parce qu'il représente
l'homme de Vitruve. Alors Vitruve, c'est un architecte un siècle après Jésus-Christ, qui a écrit un ouvrage où finalement il montrait la correspondance entre une structure, un bâtiment bien fait et puis une proportion du corps humain. Et Léonard de Vinci a perfectionné ce qu'a écrit Vitruve. Pour Vitruve, par exemple, pour Vitruve, le nombril, voilà, était le centre de l'homme, du corps humain. Quand il inscrivait un homme dans un cercle, bras et jambes écartés, et quand les bras et les jambes étaient écartés, eh ben, le nombril représentait le centre de ce cercle. Voilà. Léonard de Vinci a dit non. Il a dit non, c'est pas ça du tout. Si un homme s'inscrit dans un cercle, le centre représenté par le nombril sera véritablement le centre. Si il écarte les jambes de manière à diminuer sa hauteur de 1/53e, et si les médius arrivent au vertex. Là, dans ces conditions, le nombril sera le centre de l'homme. Et alors, vous avez vu que l'homme de Vitruve s'inscrit dans un cercle, bras et jambes écartés, et dans un carré, jambes jointes et bras étendus. Parce que l'homme était aussi haut que large. Hein. Essayez, vous êtes aussi haut que les deux bras étendus, d'envergure. Le cercle, le carré, ce sont les formes parfaites. Voilà, la norme, la perfection. Forme parfaite, mathématiquement, le carré est une forme parfaite. Le cercle est une forme parfaite. L'homme s'inscrit dans un cercle et un carré. On est là dans les proportions idéales de l'être humain. Mais je vous dis, l'idéal, c'est l'homme. Vous voyez, par exemple, ici, voilà, vous avez encore une sibylle, la sibylle delphique. Alors, un artiste que vous connaissez sans doute, qui est Dürer. Hein. Dürer a produit un ouvrage qui s'appelle Les 4 livres de proportions, où il étudiait les différentes proportions de la femme, c'est le premier, mais aussi des états pathologiques ou des états en dehors d'une certaine norme, par exemple l'obésité. Et alors ça, c'est fabuleux. Regardez ça. La femme, je n'en parlerai pas, elle n'a aucune mesure parfaite. Ça, c'est Cennino Cennini. L'homme doit être beau et brun, Ouais, non, l'homme beau doit être brun et la femme blanche. Alors ça, c'est Paul Rubens, c'est quand même moins pardonnable, 17e. L'homme seul en la personne d'Adam a été créé à l'image de Dieu. Formé à partir de la côte d'Adam, Ève n'est qu'un reflet imparfait du projet divin, une sorte de sous-produit. Aujourd'hui, il y a des ennuis. Hein. Dans le contexte d'aujourd'hui, c'est... voilà, donc vous voyez que voilà, il y a beaucoup de travail encore à l'époque. Hein. Voilà, le reflet imparfait du projet divin. Parce qu'il fallait que l'homme se rapproche du projet divin. Hein. C'est-à-dire que c'était à l'époque extrêmement important. Et là, on touche du doigt le néoplatonisme que l'on a à Florence à cette époque-là. Oui, alors Léonard de Vinci s'est beaucoup intéressé à l'optique, aux yeux et notamment à l'âme. Hein, il a montré donc des globes oculaires. Il a montré que le sens commun, c'était le siège de l'âme, était au niveau de la selle turcique, par exemple. Bon, beaucoup de travaux là-dessus, je vais pas m'étendre. Hein. Il a écrit une phrase extraordinaire. L'œil sert de fenêtre au corps humain, par où l'âme contemple la beauté du monde et en jouit. Et ce qui est intéressant, c'est que Léonard, par cette phrase et par ses études anatomiques sur l'œil et l'âme, il a tenté de connaître les intentions de l'âme à partir des traits physiques des personnages qu'il a peints. Hein. Connaître le portrait moral à partir du portrait physique, c'est-à-dire pouvoir étudier le visage et leur donner une expression de manière à faire ressortir ce que l'âme pouvait penser. Ça, c'est important. C'est ce qu'on appelle la physionomie. Alors, autant que de traduire les émotions, son but était de traduire le caractère de son modèle. Je vous lis cette phrase. Alors, les traits des visages manifestent en partie la nature des hommes, leur vice et leur complexion. Si les traits qui sont dans un visage marquent la séparation entre les joues et les lèvres, et entre les narines et le nez, et entre les yeux et les pommettes sont accusés, il s'agit d'hommes joyeux qui rient beaucoup. Voilà. Alors après, ça paraît un peu étonnant, mais il a écrit beaucoup sur le sujet, s'est intéressé donc justement à cette expression du visage. C'est pour ça qu'on retrouve dans les dessins de Léonard beaucoup d'hommes, de femmes grotesques, hein, avec des visages qui sont très très caractéristiques. Et d'ailleurs, Michel-Ange a suivi le pas et en a fait autant. Vous voyez le visage, l'expression du visage, les traits du visage qui expriment
le fond de la pensée. Hein. Ça, c'est Saint Jean-Baptiste, hein, donc un visage épicène avec un regard un petit peu interrogateur. D'ailleurs, quand on regarde le Saint Jean-Baptiste, on retrouve un peu la Joconde. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un visage quand même qui se rapproche énormément. Quand on regarde le visage de Cecilia, voilà, Gallerani, c'est pareil. On a elle voit sur le tableau, son amant arrive sur la gauche, probablement. C'était la maîtresse de Ludovic le Mort, dont elle était enceinte d'ailleurs. Et vous voyez, on voit que quelqu'un arrive sur sa gauche et que sur sa bouche, qui se relève un petit peu du côté gauche, on a un sourire qui apparaît, hein, n'est-ce pas, un sourire très très discret. Voilà. En fait, quand on rapproche le portrait physique au portrait moral, c'est peindre l'intention et peindre avec justesse. Hein. Alors, on a beaucoup d'autres dessins. Le carton de Burnington avec la Sainte-Anne. Ici, donc, la Léda. D'autres personnages. Ici, nous avons l'ange Uriel dans la Sainte-Anne au Rocher. Et alors, j'aime beaucoup ce portrait. Un jour, je prenais l'avion pour aller faire une mission. Et je tombe sur, vous savez, le journal d'Air France. Et je tombe sur cette pub pour un parfum dont je ne parlerai pas. Et je regarde cette femme, je me dis, bon, avec un air, enfin, voilà, la bouche, les yeux demi-fermés, c'est très sensuel tout ça. Et puis la chevelure fait très léonardienne. Je me suis dit, tiens, si Léonard avait été vivant, sans doute qu'il aurait pris la photo de cette jeune fille. 3 phrases aussi qui vous montrent le personnage, qui vous le dépeignent. Ça, c'est une phrase de Daniel Arras. Daniel Arras est un historien de l'art qui est décédé, qui a laissé une œuvre monumentale sur la Renaissance et sur l'art. Léonard imagine un monde humain d'où s'évanouirait la parole et où subsisterait la mimique. Pas besoin de parole, c'est par la vision des visages, des gestes, que l'on arrive à exprimer les intentions de l'âme. Il a raison. Alberti écrivait « Exprimer les affects de l'âme par les mouvements des membres ». C'est un petit peu la même chose. Et Léonard écrivait « Le bon peintre a essentiellement 2 choses à représenter, le personnage et le contenu de sa pensée ». Il observait beaucoup, hein, donc il a beaucoup observé, c'est pour ça que tous ces visages, la Joconde, il a mis des années à la peindre. Il a mis des années à la peindre, la Joconde. Et je pense qu'il n'était jamais satisfait totalement de ce qu'il peignait, avant qu'il ait trouvé la bonne expression. Et donc, le lien entre anatomie et peinture, il existe, je pense, parce que le mouvement, on le retrouve dans la peinture comme on le retrouve dans l'anatomie mécanique. Comment mieux dessiner un homme que lorsqu'on en connaît le mécanisme, ça c'est clair. Et puis il avait, en peinture, cosa mentale, pittura et cosa mentale, comme en anatomie, il avait une vision scientifique en fait. Le tableau est une construction intellectuelle. Et tout à l'heure, je vous montrerai au finish un tableau de Léonard de Vinci. Et vous voyez que je ne suis pas le seul à le penser, puisque Daniel Arras écrivait qu'il y avait peu de différence entre la façon de peindre et la façon de produire une planche. Il écrivait « Il se laissait pénétrer par ses observations et portait sur la feuille sous forme d'un trait peu fixe ses hésitations, puis après réflexion, décidait analytiquement d'une ligne sûre avant de réintroduire la complexité du vivant en peinture par le sfumato. Le sfumato, c'est quand on dessine, c'est l'aspect flou des visages, la transition entre un visage et le fond, c'est flou, c'est fait au doigt, c'est ça le sfumato, c'est l'aspect vaporeux, hein, sfumato. Et dans ces dessins anatomiques, par un fondu des contours, faisant largement place aux ombres et aux hachures. Donc la conception de l'art et de l'anatomie avait un point commun. Un autre point commun, c'était celui-ci. C'était les constituants du tableau ou les constituants anatomiques. De même que chaque organe joue un rôle déterminé pour concourir au fonctionnement, c'est Léonard qui dit ça, harmonieux du corps, chaque personnage doit occuper dans le tableau la place convenant le mieux à l'équilibre de l'ensemble. Voilà, c'est lui qui l'écrit ça. Donc vous voyez, il passait souvent d'ailleurs d'une discipline à une autre. Hein. Et alors, de temps en temps, il se moquait. Ayant étudié de l'anatomie, ayant vu ce que dessinaient les peintres de cette époque, il disait, oui, mais toi peintre, si tu veux peindre, il faut que tu connaisses l'anatomie pour comprendre et puis pour ne pas dessiner des choses stéréotypées. Je laisse lire simplement ce qu'il y a en bleu. Il écrivait « Le peintre doit nécessairement connaître l'anatomie des nerfs, des os, des muscles, des tendons. Beaucoup d'artistes font leur nu ligneux et sans grâce, qui paraissent aller voir plus sac de noix que surface humaine, plus bottes de radis que nu musclé. Hein. » C'est-à-dire que voilà, il se foutait carrément de ces peintres. Et je vous montre 2 exemples ici. Voilà.
vous avez, vous connaissez peut-être ça, c'est la bataille de Cascina. Alors c'est pas de Michel-Ange parce que Michel-Ange ne l'a jamais terminé. L'esquisse de Michel-Ange, elle est là. Voilà, ça c'est Michel-Ange. Hein. C'est un carton qui a été copié plusieurs fois. Ça a été terminé par Sangallo, qui est un autre artiste peintre. Et vous voyez que ce fameux Sangallo qui a voulu reprendre le dessin de Michel-Ange, voilà, montre des nus musclés avec des bottes de radis. Hein. Quand vous regardez ici, on a l'impression d'avoir une chaîne de muscles. Enfin, c'est pas très très joli. Hein. Donc il s'adressait à ces peintres hein, quand il faisait ça. Vous avez aussi une peinture de Antonio Palaiolo, un peintre qui avait un atelier à Florence, qui vous montre aussi, c'est un combat d'hommes nus. Alors dans l'Antiquité, les jeux se faisaient nus. Les athlètes couraient nus. Alors, j'ai pas trouvé la réponse, peut-être que quelqu'un dans l'Assemblée est là. Pourquoi on a des représentations de bataille d'hommes nus hein, les hommes se battaient nus peut-être, j'ai pas trouvé encore la réponse. Peut-être l'avez-vous la réponse. Hein. Vous voyez, on voit donc ces muscles qui sont, ouais, c'est pareil, c'est très grossier, c'est pas très très joli tout ça. Hein. Alors, une question essentielle, avant de quasiment terminer. Une question essentielle et ne pas la réponse. Est-ce que pour peindre ou sculpter, on doit connaître l'anatomie? Voilà une question qui est importante. Je vous ai dit les raisons, il y en a d'autres, hein, pour lesquelles les peintres faisaient de l'anatomie. Hein. C'était un mouvement, il fallait peindre, il fallait disséquer, voilà. Et puis c'était un art, on voulait en faire un art intellectuel, intellectualiser l'art, et notamment la peinture et la sculpture. Mais faut-il disséquer pour mieux peindre? Est-ce que les statues gréco-romaines, hein, parce que l'Antiquité, notamment grâce à la mythologie, on a énormément d'héritage gréco-romain de statues, est-ce qu'elles étaient pour autant mal dessinées? On a de magnifiques statues de cette époque-là avec une musculature très bien représentée. Il n'y avait pas de dissection à cette époque-là. Donc c'est une question qui est ouverte en fait. Une réponse, il n'y a pas de réponse véritablement. Je ne sais pas personnellement s'il faut disséquer pour mieux peindre ou mieux sculpter. C'est une question qui est ouverte. Simplement pour finir, je vous montre un tableau de Léonard pour vous montrer ce processus intellectuel. Vous connaissez, hein, c'est la Sainte Anne, Marie, le Christ et l'agneau. Il est au Louvre, ce tableau. C'est un des tableaux qui a traversé la France pour venir au Clos du Cé. Alors là aussi, attention, vous lisez souvent, Léonard de Vinci a traversé les Alpes à dos de cheval avec ses 3 tableaux, etc. Quand on est invité par le roi de France, on ne traverse pas à dos d'âne les Alpes avec des tableaux. D'accord? Donc ça fait partie encore de la légende. Une autre légende, c'est que le roi était au chevet de Léonard quand il est mort. Le roi n'était pas au Clos du Cé quand Léonard est mort. Et on a pourtant beaucoup de tableaux qui ont été faits sur le sujet. Donc il y a des lieux-dits qui existent et qui ne sont peut-être pas tout à fait vrais. Quand vous regardez ce tableau, vous avez tout là. C'est une structure pyramidale. À l'époque, c'était très à la mode de faire des groupes comme ça. C'est une structure où on voit ici, vous voyez, c'est une perspective non pas linéaire. Léonard de Vinci met beaucoup la perspective aérienne. C'est-à-dire le flou des contours, et en arrière, on a bien sûr les chaînes des Alpes italiennes, probablement. Hein. Ici, c'est la montagne. On a en arrière-plan donc une espèce de perspective aérienne. On a ici donc la terre et des rochers, et puis en bas, on a le vide. Donc on a déjà un plan. On a ici donc 3 personnages avec une ligne qui va de la Sainte Anne jusqu'à l'agneau. Vous avez le petit Christ dodu qui se détourne de l'agneau, qui est la passion, donc il se détourne de son destin, qui est la passion, donc la crucifixion même quelque part. Et vous avez sa mère Marie qui le retient. Et puis vous voyez que quand on regarde la mère et Sainte Anne, on a presque l'impression que c'est le même personnage, hein, une qui se penche. Et le bras ici, on se demande s'il est à la mère, ou s'il n'est pas aussi à Sainte Anne, vous voyez. Donc il y a beaucoup de choses, et puis une conjonction de courbes, de droites qui font que ce tableau a été très bien pensé et que c'est pas comme ça, on jette de la peinture et des pigments à ce niveau-là. Donc voilà. Bon, écoutez, je vous remercie parce que j'ai terminé. C'est dur de conclure sur Léonard de Vinci. Si vous êtes intéressé, vous avez quelques productions. Je vous conseille éventuellement, si vous êtes intéressé par ce que j'ai dit aujourd'hui, il y a celui-ci qui est paru en 2010, paru chez l'Harmattan. Vous pouvez éventuellement continuer à lire sur le sujet. Et puis je vous remercie de votre attention. Merci. Et puis des questions sont là.